Bonjour, bienvenue sur Global Africa Télé Sud. Je suis Carmen Févillier, toujours ravie de vous retrouver. Très ravie de vous retrouver, comme je l'ai dit, avec un invité spécial. Cet invité, c'est un grand homme d'affaires, peut-être le plus célèbre, ça c'est selon moi, le plus célèbre, je pense, des entrepreneurs maliens dans le secteur hôtelier africain, de l'hôtellerie africaine. C'est un rôle modèle efficace et pragmatique qu'on invite dans toutes les rencontres d'affaires internationales. Donc il est à Paris aujourd'hui et depuis fin 2022, c'est le patron des patrons parce qu'il est à la tête du Conseil national du patronat malien. Donc je suis très ravie de vous retrouver. Cher Mossadegh Bali, bonjour. Bonjour, ravi d'être sur votre plateau. Bienvenue et merci infiniment de votre présence ici malgré vos occupations. C'est moi. Alors, vous êtes à Paris pour un certain nombre d'activités. Je vais citer la francophonie. Pour le sommet de la francophonie, les activités en marge du sommet. Il y a également Back to Africa et bien d'autres. Alors, pour cette émission, on va se concentrer sur votre actualité, évidemment, sur la francophonie économique et sur votre entreprise. Parce que, comme vous le savez, 3 en 1 Afrique, c'est le volet business que nous allons présenter aux téléspectateurs. Nous allons connaître un peu plus davantage votre entreprise, en fait, la forme juridique de votre entreprise, le financement et puis autre problématique, excusez-moi. Alors, on va commencer. Donc, vous venez de participer à la rencontre d'affaires en France, à des rencontres d'affaires en France, comme je l'ai dit, par rapport à la francophonie économique, et c'est le Francotech. Vous avez été au salon Francotech. Et première question, quelle place par rapport à la francophonie économique? Vous êtes malien. Et je vais vous dire un mot en Bambara. Peut-être vous, je vous laisse dire un mot en Bambara, peut-être. Inisoma. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour. Alors, ma question est celle-ci. Quelle place on accorde à la langue locale des langues africaines dans la pratique des affaires en Afrique, notamment au Mali? Alors d'abord, merci de me recevoir sur votre plateau. Très heureux d'être là et d'échanger avec vous. Effectivement, je viens d'un pays qui est un pays francophone, même si récemment la langue française est devenue une langue de travail, ouais. Et les langues officielles sont les langues nationales. Mais malgré tout, le français tient une place importante puisque notamment l'éducation, l'école se fait en français. Les langues nationales tiennent une place importante très dans les activités quotidiennes de tous les jours, dans les activités économiques aussi. Nous avons une économie qui est très informelle et souvent les transactions se passent dans les langues nationales, surtout les plus parlées. Le Bambara, le Peul et le Soninké. D'accord. Et donc, pour un contrat entre un homme d'affaires malien, donc je suppose que c'est le français qui s'applique. C'est le français, absolument. D'accord. Et on va repartir sur le forum Francotech. Donc, il a été préconisé en conclusion de mettre en place un code de valeurs communes dans la pratique des affaires. Vous y étiez. Et quel est votre avis? Qu'est-ce qui justifierait cette proposition? Je pense que jusqu'à récemment, la francophonie a été plutôt politique. Oui. Et ça a été une très bonne idée de créer la REF, la rencontre des entrepreneurs francophones, pour qu'elle devienne un peu plus économique. Parce qu'aujourd'hui, le vrai défi pour notre continent, l'Afrique, c'est de développer notre potentiel, notre fantastique potentiel, de créer des entreprises qui, à leur tour, vont créer des emplois, d'attirer des investissements, que ce soit des investissements africains, des investissements de la diaspora ou des investissements de pays étrangers. Et donc, je pense que c'est une très bonne initiative que de traduire un peu la francophonie politique en francophonie économique. Et c'est ça que nous avons fait à Francotech, où des entrepreneurs africains sont venus, des entrepreneurs français. Le salon a d'ailleurs été ouvert par le chef de l'État, le président Emmanuel Macron. Il y avait eu beaucoup de ministres qui étaient là, il y avait des stands. Et je crois que c'est dans ce genre de rencontres que des relations se nouent ou bien se consolident. Moi-même, j'ai déambulé dans les stands, j'ai rencontré des pays et j'ai découvert le potentiel que je ne connaissais pas.
D'accord. Et donc, je rappelle aux téléspectateurs que c'était la première édition Francotech, la première édition en marge des activités du sommet de la francophonie. Et donc, je vous ramène back to Africa, Monsieur Mossadegh Bali, cher Mossadegh. Vous y étiez et quel message avez-vous délivré là-bas? Un message de confiance. J'ai demandé aux jeunes Africains de la diaspora d'avoir confiance en eux-mêmes, d'avoir confiance en leur continent, de s'intéresser davantage au continent, d'y investir et même mieux de s'y investir et surtout de transformer ce qu'on appelle les défis, les challenges africains en opportunités. Oui. Parce que le continent africain, c'est le continent le plus riche des 5 continents, mais c'est le continent où vit la population la plus pauvre. C'est un paradoxe que seuls les Africains peuvent transformer. Seuls les Africains vont développer ce potentiel économique fantastique, mais qui reste au stade de potentiel. Même si, et moi je suis un acteur privilégié, parce que ça fait 4 décennies que j'entreprends sur le continent africain et nulle part ailleurs, et je peux vous dire que sur le plan économique, la transformation elle est fantastique, mais on n'en parle pas assez. Et je vous félicite de cette initiative de donner la parole à des entrepreneurs africains pour faire un testament, pour prouver, pour parler de l'Afrique en des termes, je dirais, beaucoup plus positifs que ceux qu'on voit régulièrement sur les grands médias internationaux. Alors, donc c'est le message que j'ai passé à la diaspora africaine ici en France. Merci beaucoup parce que vous venez de dire quelque chose de très intéressant. C'est intéressant de montrer en fait le positif de l'Afrique. Moi, je rajouterais rendre visible ce qui se fait sur le continent. Des choses positives se font, mais il faudrait les rendre visibles. Vous avez parfaitement raison. Il faut rendre visible, il faut en parler, il faut multiplier ce genre d'événements comme Back to Africa. Oui. Il faut multiplier ce genre d'entretien sur un plateau qui sera diffusé. Mais aussi, il faut parler à ces grands médias internationaux. Et moi, c'est ça que je fais. Chaque fois que je les rencontre, chaque fois qu'ils m'interviewent, je leur dis, écoutez, oui, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas en Afrique. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent. Et surtout, il y a une transformation économique, sociale, démographique, fantastique sur le continent africain. D'accord. Alors, j'ai en face de moi le patron du secteur privé malien, Mossadegh Bali. Et donc, quels sont les besoins majeurs du secteur privé malien? Alors, effectivement, en octobre 2022, il y a eu des élections patronales et notre bureau de 31 membres a été élu et j'ai eu l'honneur et le privilège de conduire cette liste-là. Donc, depuis octobre 2022, nous nous sommes mis au travail. Nous avons immédiatement mis en place 5 groupes de travail qui ont planché sur les 5 facteurs de compétitivité de toute économie, pas malienne seulement, de toute économie. Donc, l'énergie, les ressources humaines, les infrastructures, la fiscalité et le financement. Justement, j'en venais à la fiscalité. Hein. La fiscalité, beaucoup d'investisseurs étrangers se plaignent justement du harcèlement fiscal et notamment des lourdeurs administratives. Qu'est-ce que vous observez au niveau de... C'est vrai. Et nous l'avons dit, nous continuons de le dire. Dans mon pays, par exemple, le Mali, 5% des entreprises payent 95% des impôts. Et nous continuons de marteler, de dire aux autorités que pour avoir un espace budgétaire beaucoup plus important pour l'État du Mali, pour bâtir son appareil sécuritaire et investir dans les secteurs sociaux tels que la santé et l'éducation, il faut qu'il y ait une meilleure répartition de l'impôt, que tout le monde paye en fonction de ses moyens, de ses revenus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on a une économie qui est très informelle. Ça, ce n'est pas une particularité malienne, c'est une particularité africaine. Et il faut aller chercher des niches fiscales. Par exemple, au Mali, le foncier n'est pas du tout fiscalisé. Et nous avons martelé auprès des autorités maliennes. Nous leur avons demandé de commencer à fiscaliser. Donc, c'est vrai que ça peut décourager aussi bien des investisseurs locaux qu'étrangers. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que ça a beaucoup changé. Alors, l'Afrique, c'est 54 pays, ce n'est pas un seul pays. Même si je déplore qu'il y ait 54 pays. Moi, je pense qu'il y a plus.
Non, j'en vois beaucoup moins. Beaucoup moins. Moi, j'aurais bien voulu avoir un États-Unis d'Afrique avec juste 54 régions, comme les États-Unis, avec 54 États, avec des grandes régions, le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est, c'est une fédération. C'est mon rêve d'avoir une fédération africaine totalement intégrée économiquement, plus de barrières entre nous. Notre commerce intra-africain, c'est 15%. En Europe, c'est 60%, parce qu'ils ont l'union économique en Europe. Donc, cela a beaucoup changé. Il y a des pays qui sont plus en avance. Par exemple, il faut digitaliser les services fiscaux. Il faut complètement digitaliser, parce que ça améliore les revenus, mais surtout, et j'ai coutume de dire que la digitalisation, c'est l'arme nucléaire contre la corruption. Oui. Lorsque vous n'avez plus de contact visuel avec qui que ce soit, à partir de votre bureau, vous déclarez vos impôts, vous payez tout cela, ça réduit considérablement la corruption, mais surtout, ça améliore les recettes fiscales. Et le temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de pays qui ont beaucoup, je dirais, amélioré leur système fiscal, leur système de collecte. Maintenant, il y en a qui sont à la traîne, mais c'est un trend. Quasiment tous les pays maintenant se mettent à la digitalisation et tous les pays maintenant vont chercher des niches fiscales. C'est une bonne chose. Autant de sujets qui me poussent à vous reposer une question sur le local content, un sujet très important en Afrique. Et donc je vous dirige vers votre hôtel, votre marque Azalai. Quelle place accordez-vous à l'artisanat africain dans votre activité ? Vous savez, Azalai Hotel, c'est une chaîne hôtelière panafricaine qui est gérée par des Africains. Et on a l'ADN africain dans nos hôtels. Je dis toujours à mes collaborateurs, il faudrait que lorsqu'un voyageur vient de l'Australie ou des États-Unis ou de l'Europe, et vient à Abidjan, il faut qu'il trouve la Côte d'Ivoire et notamment l'artisanat local dans l'hôtel. S'il va au Bénin, qu'il trouve le Bénin. Oui. Donc, lorsque nous construisons nos hôtels, nous faisons en sorte que l'artisanat ait une place, les artisans locaux. Nous essayons de donner des espaces, par exemple, aux artistes pour exposer. Nous essayons d'acheter les produits d'accueil avec des producteurs africains qui utilisent des produits africains. Des partenaires tels que le beurre de karité que nous retrouvons dans des savonnettes. Et donc, oui, vous savez, l'hôtellerie, sa particularité, c'est que ça fait travailler tout un écosystème local. Une fois que vous avez fini de construire l'hôtel, et ça, effectivement, les matériaux en général sont importés, tout le reste est local. Quand vous servez à manger dans le restaurant, en général, c'est des produits locaux. Les fruits et légumes, la viande, le poisson. Donc, c'est une industrie qui a un impact économique local très important. Donc, nous faisons en sorte que l'Afrique vraiment soit dans nos hôtels. Et donc, nous faisons travailler, effectivement, l'artisanat local, mais nous faisons travailler aussi des architectes locaux, des décorateurs locaux, des entreprises locales. Donc le local content, c'est tout cela. Et d'ailleurs, mon pays, le Mali, vient de passer une nouvelle loi sur le local content qui va permettre aux PME maliennes d'avoir encore un impact plus important, notamment dans le secteur minier. D'accord. Et pour avoir accès à cette loi, il faut se rendre sur le site du patronat. La loi est sur le site du patronat, le CNPM. Vous pouvez trouver la loi sur le site du patronat malien. Très bien. Donc, on va entrer le côté juridique un peu de votre groupe pour expliquer comment vous avez fait, parce que beaucoup veulent se lancer dans cette activité, mais ne savent pas comment faire. Ils ont besoin d'un modèle. Et donc, vous, comment vous avez commencé? Quelles ont été les étapes de création de votre activité? On est là dans le droit OHADA. Alors, moi, j'ai passé 10 ans dans le négoce, dans une société familiale. Et en 1993, avec des partenaires, des amis maliens, on a créé la Société malienne de promotion hôtelière. C'était une société anonyme, avec le minimum de capital de l'époque, c'était 12,5 millions de francs CFA, donc à peu près 20 000 € aujourd'hui. Et il n'y avait pas encore l'OHADA. D'accord. Il n'y avait pas encore l'OHADA. L'OHADA est venu dans les débuts vers les années 2000. Voilà, début des années 2000, avec le traité de l'île Maurice. Mais après, bien sûr, avec les notaires, on a revu les statuts de la société pour coller à l'OHADA. Donc, on a créé notre société. Nous avons soumissionné à l'appel d'offres de privatisation du Grand Hôtel.
que nous avons gagné en 1994. Nous avons fermé l'hôtel et nous l'avons rénové pour le remettre sur le marché en 1995. Donc, société anonyme. Société anonyme. C'était d'abord le code de commerce du Mali, qui était d'ailleurs calqué sur le code de commerce français. Français, comme beaucoup de pays francophones. Francophones. Et ensuite, quand l'OHADA est venu, nous avons donc mis à jour nos statuts pour coller au texte de l'OHADA. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu encore d'autres modifications. Et successivement, on a augmenté le capital de la société. On a fait rentrer des nouveaux actionnaires. Donc aujourd'hui, Azalaï Hôtel, société anonyme, société de droit malien, suivant l'OHADA, avec son siège à Bamako, est une société de participation. Donc c'est une société qui prend des participations dans toutes les SPV, donc les filiales créées dans chaque pays où nous avons un hôtel. D'accord. Donc dans tous les pays où nous avons un hôtel, nous créons une SPV, une société de droit local, suivant l'OHADA, parce que tous les pays où nous sommes présents, ils sont membres du traité de l'OHADA. Et nous faisons rentrer aussi des investisseurs locaux dans cette société, mais le groupe Azalaï, qui est la société holding de participation, a une majorité dans cette société de droit local. D'accord. J'espère que nos téléspectateurs ont bien saisi la procédure, les étapes, et la forme, le format. Ouais. Et donc, comment vous gérez vos différends? Est-ce que vous avez fait le choix, vous avez opté pour la médiation ou pour l'arbitrage? Alors, depuis que la Cour commune de justice et d'arbitrage a été installée, nous essayons, autant que faire se peut, de faire attribution de juridiction à la CCJA. À la CCJA, voilà. Et pas la juridiction locale. Pas la juridiction locale. D'accord. Nous pensons que l'arbitrage dans notre domaine, mais enfin dans le domaine de façon générale de l'entrepreneuriat, de l'investissement, l'arbitrage est plus rapide. Plus rapide. Et peut-être beaucoup plus neutre que les juridictions locales. Exactement. Et donc, est-ce que vous avez connu des difficultés de financement comme beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui? Oui, bien sûr. Le grand souci du financement des entreprises en Afrique est sur la table et c'est réel. Nous avons fait d'ailleurs, dans le cadre de notre plaidoyer, nous avons fait des propositions au gouvernement du Mali, mais c'est un problème africain. Les besoins sont au sud, ce qu'on appelle le Global South, mais les capitaux sont au nord. Et pour que les capitaux viennent du nord vers le sud, c'est la croix et la bannière. Et donc, il faut effectivement trouver des solutions pour mieux financer l'économie africaine, parce que, et d'ailleurs ça c'est un chiffre de la BAD estime que pour que l'Afrique puisse rattraper son déficit en infrastructure économique, parce qu'on ne peut pas développer une économie sans infrastructure économique, les routes, les ponts, les aéroports, les ports et tout cela, la BAD estime que chaque année, l'Afrique doit investir 150 milliards de dollars. 150 milliards. Et aujourd'hui, on investit à peine 30 milliards de dollars. Donc, il faut régler ce problème de financement de l'économie africaine si on veut vraiment que ce formidable potentiel économique qui est le plus élevé aujourd'hui sur la planète Terre, si on veut que ça soit exploité. D'accord. Et quels conseils vous donneriez aux jeunes pour financer leurs projets dans le secteur justement de l'hôtellerie? Alors, l'hôtellerie, c'est quand même un secteur très capitalistique. Nous, on construit des hôtels entre 150 et 200 chambres. Notre dernière ouverture, qui était Dakar, on a investi 50 millions d'euros, donc 30 milliards de francs CFA. Donc ça consomme beaucoup de capitaux, ça demande beaucoup de temps. En général, un projet hôtelier en Afrique, c'est entre 3 et 5 ans. Oui. Et c'est très complexe parce qu'il faut réunir beaucoup de compétences pour faire un hôtel aux standards internationaux. Donc le conseil que je donne pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, en tant qu'investisseur, c'est, si vous n'avez pas beaucoup de capitaux à investir, peut-être commencer par un petit boutique hôtel, peut-être une villa que vous allez louer, ou bien vous-même vous avez une maison, ou bien vos parents vous ont donné une maison bien située au centre-ville, que vous allez rénover avec les capitaux que vous avez déjà. Vous faites quelque chose qui rappelle un peu l'Afrique avec la décoration, même si c'est 2, 3, 4 chambres. Des maisons d'hôtes, par exemple. Des maisons d'hôtes, exactement. Ouais. Vous savez, les maisons d'hôtes,
en France sont plus nombreux que des hôtels. Hein. Oui. Voilà, donc c'est ça qui fait d'ailleurs la force de la France, qui est le premier pays touristique au monde, qui reçoit 90 millions de visiteurs par an et bientôt 100 millions. C'est parce qu'il y a tout cet écosystème de maisons d'hôtes, de gîtes et tout cela. Oui. Et moi, je conseille aux jeunes de se lancer dans cela. Il y a des jeunes qui viennent me voir, je veux construire un hôtel de 100 chambres. Je dis, mais un hôtel de 100 chambres, ça va vous coûter environ 20 millions d'euros. Est-ce que vous avez 20 millions d'euros? Ou est-ce que vous avez 40% de 20 millions d'euros? Parce qu'en général, les banques demandent d'apporter en equity 40%. Ouais. Donc, commencez petit, apprenez le métier, parce que beaucoup de jeunes pensent aussi que ce n'est pas un métier, c'est un métier. Moi, je ne suis pas hôtelier, je n'ai jamais dirigé nos hôtels, j'ai toujours recruté des hôteliers. Et petit à petit, vous allez apprendre le métier, et petit à petit, vous pourrez maintenant aller à un niveau plus élevé. Alors, qu'est-ce qui pourrait, c'est toujours un message aux jeunes, hein, c'est toujours d'actualité. Je me souviens, je vous l'ai déjà posé cette question à notre première interview, cher Mossadegh. Qu'est-ce qui pourrait accélérer le développement du tourisme en Afrique et quels en sont les freins? Les freins sont nombreux. Oui. Nous avons l'accès au foncier. Le foncier est très cher parce que beaucoup de pays ne réservent pas des zones, notamment dans les capitales, aménagées pour les promoteurs hôteliers. Donc, on est obligé d'acheter des terrains avec des privés, ça coûte très cher. Nous n'avons pas d'infrastructure. Nous, par exemple, il n'y a pas un hôtel qu'on réalise. Souvent, on amène la route, on amène l'électricité, Oui. et on fait des stations d'épuration, Oui. et on met des groupes électrogènes parce que... Ah oui. Ah ben oui. Oui, c'est instable. Tout ça, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me demandait pourquoi les prix des hôtels sont chers en Afrique. C'est parce que nous avons tous ces investissements qu'un hôtelier parisien n'a pas. Un hôtelier parisien ne fait pas la route, il n'amène pas l'électricité est déjà là, il n'a pas besoin de groupes électrogènes et il n'a pas besoin d'une station d'épuration. Donc ça, c'est les premiers freins. Le deuxième frein, on l'a dit, c'est le financement qui n'est pas disponible et quand c'est disponible, c'est très cher. Troisième frein, c'est les ressources humaines. Il y a très peu de pays qui ont investi dans la formation au métier du tourisme et de l'hôtellerie en créant des écoles hôtelières. Et d'ailleurs, nous, le groupe Azalaï, on en a créé 2 et ça marche très bien, au Mali et au Burkina Faso. Donc, il n'y a pas une formation technique et professionnelle. Et puis, un autre frein, mais de taille, c'est que se déplacer sur le continent africain est difficile et ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Parce que jusque-là, malgré les accords de Yamoussoukro en 1994 et les accords de l'Union africaine en 2008, le ciel n'est toujours pas ouvert. Le ciel n'est toujours pas ouvert. Et pas ouvert. Il faut forcer, hein. Et un vol, il faut forcer la porte. Un vol Bamako-Abidjan, 1h15 de vol, ça coûte 500 euros. 500 euros. 500 euros. Bon, ben j'espère que votre message est très bien compris par les dirigeants, les décideurs. J'espère aussi. J'espère vous revoir également, parce que puisque je parle de décideurs, je ne vais pas faire la promotion de cet événement, mais j'espère vous revoir en novembre pour un grand prix sur les infrastructures énergie, les projets d'infrastructures et d'énergie en Afrique. À Paris, oui. Avec plaisir. Et donc, cher Mossadegh Bali, ce fut un réel plaisir de vous avoir reçu sur plateau. 3 ans Afrique, sur Global Africa Télé Sud. Vous serez entendu en Afrique, vous serez entendu partout dans le monde. Donc, c'est la visibilité de l'Afrique à travers vous. Et donc, je vous dis encore une fois merci. Merci de m'avoir reçu. Et bon retour à Bamako. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je suis Carmen Févillier, heureuse de vous avoir présenté cette émission. J'avais pour invité Mossadegh Bali. Mossadegh Bali, le patron du secteur privé malien, grand entrepreneur malien, fondateur du groupe hôtelier Azalaï. Et à très bientôt pour une autre émission. Merci de votre attention et restez fidèles à Global Africa Télé Sud. Au revoir.